classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien est éloignée de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, en séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celles que nous connaissons par expérience directe et qui engagent nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore. Si nous étions en mesure de connaître l'histoire des sociétés que nous étudions, bien entendu, nous devrions en faire le plus grand et le plus complet usage. Malheureusement, nous sommes rarement dans la position où nous pouvons le faire. Parce que ce sont des sociétés sans écriture, parce que ce sont des sociétés qui ne disposent pas, qui ne mettent pas à notre disposition de documents d'archives, et que l'épaisseur historique dont nous pouvons disposer est beaucoup plus petite que celle qui nous est accessible pour d'autres sociétés. Par conséquent, nous sommes obligés de faire de nécessité vertu, et très souvent d'étudier sans référence à l'histoire des phénomènes que nous aurions grand intérêt à connaître dans une perspective historique, mais simplement cette perspective historique nous manque. Bon, d'autre part, il y a le problème que vous posez du rapport entre structure et événement. Bien sûr, dans toute société, il se produit des événements, il s'en produit à chaque minute, il s'en produit à chaque seconde, et ces événements modifient, altèrent le cours de l'histoire de cette société. Il est extrêmement intéressant de l'étudier sous cet angle, de ce point de vue, et dans la mesure où on peut le faire, c'est-à-dire où on a une durée d'observation suffisamment longue, il est indispensable également de le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que bon nombre ou la plupart de ces sociétés sans écriture que nous étudions s'efforcent elles-mêmes de résister à ce cours de l'histoire qui les emporte au même titre que n'importe quel autre, et elles le disent très bien elles-mêmes lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi elles pratiquent telle ou telle coutume, pourquoi elles ont telle ou telle croyance. La réponse la plus fréquemment obtenue, c'est que les ancêtres l'ont toujours fait de cette façon-là. Et c'est par le recours au mythe, c'est-à-dire par ce qui s'est passé à l'origine des temps, que ces sociétés tendent à se justifier elles-mêmes leur présent. Ce sont donc deux perspectives en quelque sorte complémentaires que nous pouvons prendre sur elles. Nous pouvons les étudier soit sous l'angle de la structure, soit sous l'angle de l'événement. Les deux choses doivent être faites. Simplement, il est extrêmement difficile de les faire les deux en même temps, de les faire les deux à la fois.
pourquoi est-ce que depuis des millénaires et vraisemblablement des centaines de millénaires et peut-être même davantage puisque les paléontologistes nous apprennent que le passé de l'espèce est beaucoup plus lointain que nous ne le pensions précédemment. Pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Vraisemblablement parce qu'elle leur fournissait un certain nombre, ici j'emploierai à nouveau un terme dont je me suis servi, des schèmes, des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, on voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qui recourt à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois, qui cherche à dégager un schème d'articulation qui rendent compte de la totalité de l'expérience d'une société, depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle l'a créé. Il est bien clair que ça n'est pas par un effort réfléchi que les mythes se construisent. D'abord, ce sont des œuvres collectives. Je ne veux pas dire par là qu'à un certain moment, à certaine époque, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait d'abord raconté une histoire, mais cette histoire n'est devenue un mythe qu'à force d'avoir été entendu, répété, réentendu et re-répété et ainsi de suite, et être devenue une création collective par toutes sortes d'ajouts, de suppressions qui se sont faits au cours des âges, et où par conséquent la pensée consciente n'intervient pas. Donc la mythologie était un domaine où, comme dans d'autres, mais peut-être mieux encore que dans d'autres, on pouvait essayer de saisir la pensée inconsciente dans son fonctionnement et dans ses opérations. J'ai été frappé que les mythes des Indiens d'Amérique du Sud, en tout cas des Bororo, qui m'ont fourni le premier mythe d'où toute l'analyse a démarré, que ces Indiens, donc, sont extrêmement sensibles à l'opposition que nous faisons en langage ethnologique entre la nature et la culture, mais que pour eux, le passage d'un règne à l'autre règne n'était pas tellement défini comme nous pourrions le faire nous-mêmes, par l'invention des outils ou par l'apparition du langage, mais par le passage de la nourriture crue, qui est celle des animaux, à la nourriture cuite, qui est celle par excellence de l'humanité. Et c'est l'opposition fondamentale dont je suis parti, le fil conducteur qui m'a servi à essayer de comprendre les rapports qui pouvaient exister entre un certain nombre de mythes sur l'origine du feu de cuisine, où il est tout à fait clair qu'il s'agit en effet du passage de la nature à la culture par la conquête du feu, et des mythes qui semblaient tout à fait différents et n'avoir aucun rapport avec le précédent, puisqu'au lieu d'être question de feu, il était question d'eau, mais que l'on pouvait précisément interpréter de la même façon en faisant des images symétriques, comme vues dans un miroir ou à l'envers.